de démarrer ces débats en musique et en couleurs pour parler des hymnes et des drapeaux européens. Donc, je vous ai donné un petit papier pour vous permettre de suivre. C'est suite à un travail que nous avons réalisé, en particulier avec Bénédicte et Kerstin, une publication dans le cadre de l'Institut Jacques Delors. Je vous présente ici l'ouvrage. Mais là encore, comme traditionnellement avec Michel Soquet et Martin Villajuste, il est disponible intégralement, en version intégrale, sur Internet. Ceux qui sont intéressés, je pourrais leur donner le lien. Alors, nous, ce qu'on a découvert finalement dans ces hymnes et ces drapeaux, c'est que finalement les hymnes reflètent un petit peu des histoires de liens, des histoires d'émotions. Les drapeaux, beaucoup plus des histoires politiques ou des histoires d'union territoriale. Mais dans tous les cas de figure, tant les hymnes que les drapeaux relatent des histoires singulières, mais aussi des histoires communes, des histoires croisées, et surtout des histoires partagées. Alors, pour vous mettre un petit peu en bouche, je vous propose de voir quelques exemples de textes. Que racontent finalement ces hymnes? Essayez de deviner quels sont les pays qui sont concernés par ces petits morceaux. Où l'Alzette arrose champs et prés, la Sueur baigne les rochers, où la Moselle riante et belle. Ça vous fait penser à quel pays? La Moselle, là. Le Luxembourg, bravo Sixtine. On ne va pas tous les faire, hein, un autre si vous voulez. Sur les Tatras, il foudroie, le tonnerre frappe violemment. La Slovaquie, bravo Édouard. Vous voyez que finalement, vous voyez un petit peu comment les pays mettent en parole finalement leur histoire qu'ils cherchent à faire partager. Pourtant, ce n'est pas seulement au niveau des nations que va se jouer l'aspect symbolique. Ici, vous avez, et je l'ai reproduit ici sur ce diaporama, une représentation d'une ville bien connue en Allemagne, n'est-ce pas, Kerstin, qui est, alors j'essaye, un Timmendorfer Strand. Hein. Donc, vous voyez l'association à la fois de l'emblème de la municipalité, du Land, de la République fédérale et de l'Europe. Et là, j'aimerais attirer votre attention, enfin nous aimerions attirer votre attention sur ce que pointait tout à l'heure Philippe en posant la question, est-ce qu'on est où ou est-ce qu'on est et? Et donc vous voyez qu'ici, cette fresque reflète les appartenances multiples, finalement, des différentes régions, des différentes zones géographiques de l'Europe. Un petit peu comme des poupées russes, mais surtout des appartenances multiples à nos sens. Je vous donne un exemple, un dernier exemple de frise ici, représentant un pays qui est la Slovénie. Et à partir de 2006, les Slovènes, petit pays, 2 millions d'habitants, se sont posé la question, mais finalement, est-ce qu'on peut aller au-delà de notre drapeau national qu'on avait mis en place au moment de notre indépendance, et d'imaginer un slogan, un logo, qui reflète beaucoup plus notre volonté. Et vous voyez, déjà cette couleur vert clair qui représente la nature et la beauté des lieux, et vous voyez un petit peu, d'autant plus ceux qui sont loin, je veux dire, ce qui apparaît en gras, c'est Feel et Love, hein, qui sont... apparaissent un petit peu dans ce slogan. Et la question que je voudrais vous poser, moi aussi, parce qu'on a le droit, je pense, de poser aussi des questions, c'est que finalement, au-delà des symboles, vous voyez, ces symboles peuvent très facilement, et je pense qu'en particulier Eva y reviendra tout à l'heure, glisser vers du populisme, une appropriation nationaliste finalement de l'ensemble de ces histoires singulières. Mais il y a peut-être une autre façon de les envisager, peut-être par le partage, les niveaux d'interaction dont je vous parlais avec Interreg tout à l'heure. Et puis, les notions d'émotion qui transparaissent ici, c'est peut-être ça, partage et émotion, hein, qui sont peut-être à développer dans l'Union européenne, telle qu'on voudrait la construire, telle qu'on voudrait la développer. Je vous remercie et je vais laisser la parole à mon ami Bénédicte. Dans la suite de Pierre Robert, en fait, j'ai moi-même inventé la nouvelle bannière européenne, basée sur en fait toutes les longues recherches que j'ai faites sur les récits au cours des siècles, et dont j'ai extrait une question. L'Europe, le mythe du récit européen peut-il être réduit au concept d'État-nation? Pourquoi je me suis posé cette question? Parce qu'entre le XVIIIe et le XIXe, le concept d'État-nation s'installe comme configuration politique. Les frontières sont conçues comme le moyen de réaliser la paix face à la folie meurtrière des empires dynastiques. Ce concept juxtapose l'idée d'un État, c'est-à-dire le juridique et le politique, à celle d'une nation, l'identitaire. Organisée selon l'idée de société unie dans la diversité, on distribue les frontières selon le commun, soit de la langue, soit des communautés. Et comme le dit Anne-Marie Thiès, on a donné unité là où était le disparate,
On a créé des frontières sur des espaces de continuum et d'imbrication identitaire. Les conséquences seront la dilution des anciens repères, jusqu'alors fondés sur l'identité sociale, religieuse et de communauté, parce que tout va être subordonné à l'identité nationale. L'espoir est donc d'exclure toute hiérarchie entre les nations et faire de la modernité plus qu'une simple organisation sociale. Chaque pays se fabrique donc une nature nationale, des héros nationaux, c'est ce que nous avons vu avec ce que présente Pierre Robert, un patrimoine, une histoire nationale synthétisée dans les hymnes et drapeaux. L'idéal de la multiplicité des richesses nationales doit ainsi permettre l'équilibre entre les États. Juste pour vous signaler que ma bannière européenne, ce qui pourrait dedans vous intéresser, le 19e siècle, c'est juste ce que j'ai mis en fin, 19 et 21e siècle. Et tout ce qui est au-dessus, ce que j'avais expliqué par ailleurs dans un autre temps siétard, en fait nous habite bien plus qu'on ne le croit. Mais ça prend tellement de temps à vous expliquer que nous avons opté pour autre chose. Donc moi aussi j'ai des questions. C'est pouvons-nous encore à notre époque concevoir l'idée d'une autre Europe à l'aune de la modernité? Notre devoir d'Européens est-il de s'inscrire dans une continuité balisée par les besoins matériels? La simplicité de notre rapport à une nature préservée, qui est le fondement de notre être profond, peut permettre de construire un commun. Aristote nommait comme première vertu de l'État celle d'obliger les humains à préserver la nature, et moi je pense qu'à ce titre, nous pourrions aussi être capables de trouver notre commun à travers la préservation de notre nature. Bénédicte et Pierre Robert ont parlé des récits, des mythes. Moi, je dirais que les mythes sont un élément essentiel et fondateur d'une communauté. Ce qu'il faut à l'Europe, c'est un nouveau mythe, ou une idée forte qui puisse être partagée par la majorité des citoyens. En ce sens, une identité européenne se créera lorsqu'une majorité y croira et qu'on réussisse l'exploit de faire croire à d'autres qu'elle existe. Il faut néanmoins ne pas oublier que le mythe et les traditions nationales ne remettent pas en cause les relations interpersonnelles. C'est pour cela que De Gaulle et Adenauer, Mitterrand et Kohl, pour nommer que deux couples franco-allemands, ont su et pu faire fi de leurs mythes, de leurs anti-mythes et de leurs stéréotypes nationaux pour se rapprocher l'un de l'autre et se tenir la main. Donc je me permets de rebondir sur la question des mythes et des concepts, a priori figés, comme nous disait Bénédicte. Et donc je retiens donc de vos discours que les mythes ont été construits et entretenus dans le temps pour solidifier l'appartenance à des États-nations devant un contexte géopolitique souvent très complexe et opaque. Donc ces mythes et valeurs fondateurs ainsi que les idéologies se superposent aujourd'hui avec des intérêts politiques, économiques, militaires. Quand même, par-delà ces dimensions macro, il me semble très important d'aborder aussi l'histoire personnelle et le vécu de chacun et chacune, tenir compte des interactions humaines qui font naître et renaître une multitude de réalités. Comme disait Anne-Marie Thiès, que tu as aussi cité, Bénédicte, elle disait « La nation est un concept, l'État une réalité concrète ». J'aimerais bien transposer et inverser cet énoncé pour notre sujet, pour dire que l'Union européenne est un concept, l'Europe est une réalité. Aujourd'hui, il y a 34 instituts culturels des pays membres de l'Union qui collaborent depuis 2006 dans le cadre de l'association UNIC. Il s'agit ici d'instituts que vous connaissez comme par exemple le British Council, l'Institut Cervantes ou l'Institut français. À travers une trentaine d'entretiens et l'analyse des discours officiels de ces instituts, nous avons tenté de cerner les pratiques et les dynamiques à l'œuvre. Donc d'une part, nous avons pu constater effectivement des similitudes entre ces instituts culturels. Mais d'autre part, nous avons découvert des écarts importants quant à la compréhension et la conception de l'action culturelle. Donc certains, comme l'Institut français, font partie intégrante du ministère des Affaires étrangères, d'autres se focalisent sur la projection de valeurs, sur le rayonnement de la France. D'autres sont des acteurs non gouvernementaux et mettent l'accent plutôt sur le dialogue entre les peuples.
Et encore d'autres se voient comme une plateforme pour des débats des citoyens européens. Donc, malgré, ou peut-être aussi grâce à ces différentes conceptions de l'action culturelle, la collaboration entre les instituts partenaires a fait naître des projets culturels concrets, nouveaux, dans le monde entier. Et ici, vous voyez quelques exemples à l'affiche de ces projets concrets. Comme par exemple le dialogue culturel entre l'Europe et la Chine. Et donc, c'est grâce à ce travail en commun, concret sur le terrain, que les représentations changent et donc qu'une vision européenne de l'action culturelle émerge. Et donc, dernièrement, ce sont les interactions humaines entre acteurs qui mènent à une prise de recul et à une découverte de soi et aussi à une découverte de ce que c'est l'Europe. Pour finir, un des acteurs participants au dialogue Chine-Europe, par exemple, nous a confié « Nous nous rappelons, quand nous sommes en Chine, combien entre Européens nous comprenons et sommes du même monde. » Les actions dans la diplomatie culturelle sont marquées non seulement par la structure institutionnelle et politique du pays, mais aussi par le regard qu'ils portent sur leur rôle dans les relations internationales. À travers ces coopérations culturelles communes et donc ces projets communs, ces acteurs ont réussi tous ensemble à souligner l'importance de la culture et par conséquent l'importance de la diplomatie culturelle pour l'Union européenne. Nous pouvons nous poser aujourd'hui la question de savoir si ce service européen pour l'action extérieure a vocation à devenir finalement un ministère des Affaires étrangères européen. Et ainsi, donc on peut se demander aussi, comment je vois quelqu'un sourire, comment être dans un apprentissage, comment se mettre en position d'un apprentissage mutuel, d'une co-construction en dépassant les enjeux de pouvoir nationaux, ce qui est un vaste problème et une grande question. Tout le monde a beaucoup de questions. J'ai décidé que moi, ce soir, je ne pose pas de questions. J'amène quelques constats clairs et straight to the point. L'Union européenne n'a pas une image interculturelle. L'Union européenne, depuis une semaine, finalement, a signé sur la proposition de conseil adoptée par le Parlement la stratégie sur la diplomatie culturelle, pas nécessairement liée avec UNIC, donc le réseau des instituts nationaux culturels, mais également obligatoire pour les délégations de l'Union européenne, disons les ambassades de l'Union européenne. C'est une information très importante et c'est un territoire à explorer. Malgré tout, des enjeux, des expats qui travaillent dans les 138 délégations de l'Union européenne partout dans le monde, ils ont leurs propres besoins sur une formation de compétences interculturelles. 35 000 personnes travaillent pour un projet de l'Union européenne. Je ne suis pas sûre qu'ils sont absolument conscients de conséquences, de rôle, de place que ce projet peut avoir auprès de communautés européennes en plus large et auprès des citoyens. L'Union européenne, c'est un acteur unique et en même temps, diplomatiquement parlant, il a des différents rôles et places auprès des autres institutions internationales. Par exemple, comme ce n'est pas un pays, l'Union européenne a une place d'observateur auprès des Nations unies. Dans certains pays, ils n'ont pas un corps diplomatique. Dans l'autre pays, ils négocient de manière bilatérale les actions qu'ils ont envie à réaliser. Dans le monde interculturel, et plutôt artistico-culturel, c'est une histoire invraisemblable. Pour pouvoir venir des artistes d'ailleurs, parfois, ils ne peuvent même pas obtenir une visa. Intéressant comme une petite part qui empêche ou qui facilite la collaboration. L'Union européenne va mal pour l'instant
J'ai pas envie de faire plus de choses qu'on sait et qu'on partage probablement ensemble. J'appelle simplement attention d'un langage médiatique alarmiste qui parfois est en train de créer une perception et construction de choses qu'on ne souhaite pas. Les mots ont une force symbolique, mais aussi motrice, que nous vivons ici et maintenant. C'est ainsi que l'Europe de l'Est est devenue l'Europe centrale et orientale après son accès à l'Union européenne en 2004. Plusieurs pays de cette Europe sortaient de la dépendance soviétique et en s'appelant l'Europe centrale et orientale, réaffirmaient leur appartenance à la culture occidentale, mais également le rôle que ces pays ambitionnaient de jouer au sein du dispositif européen. En peu de temps, nous sommes passés de l'idée de l'Europe solution vers l'idée de l'Europe problème. Et finalement, le discours actuel des pays de l'Europe centrale et orientale s'inscrit dans la continuité de cette narration négative. C'est pourquoi la bataille des mots a un sens. Et c'est cette bataille justement qui se joue aujourd'hui entre les gouvernements conservateurs eurosceptiques polonais et les mouvements des citoyens pour la défense de la démocratie. L'entêtement des citoyens, la persistance des manifestations ont un objectif qui est celui de ne pas lâcher ce récit. Les mots comme démocratie, valeurs européennes, solidarité ont un sens, mais ils varient en fonction du camp. Il est urgent de s'approprier ces discours et de réinventer les projets européens en sortant du vocable imposé par les mouvements nationalistes. Boris Vian disait « Cette histoire est entièrement vraie puisque je l'ai inventée ». La manière de laquelle nous allons réinventer l'histoire de l'Europe aura une force d'autoréalisation et son enjeu est vital dans le futur du projet européen. Les phénomènes de mémoire sélective, comme en témoigne son discours, démontrent des paradoxes de l'Union européenne. Et pourtant, l'Europe est avant tout un espace ayant un potentiel de création indéfini, au sein duquel les champs des possibles ont une capacité humaine, sociale, économique sans précédent. Revenons donc à l'écriture culturelle de l'Europe. Son projet politique en souligne la volonté d'une dynamique transnationale. Implicitement, il manifeste un objet culturel non identifié, constituant un nouvel espace symbolique et social, entre des citoyens et des cultures au centre duquel s'affirme la diversité. Relatif au construit social et à une représentation, au sein des deux discours concourent la liberté d'expression individuelle et la rencontre des publics, des peuples, médiation collective. C'est percevoir l'ensemble des phénomènes sociétaux, des réalités vécues, des mobilités, des espaces, tout en élargissant sa dynamique être ensemble. L'Europe est un processus de convergence, il ne peut donc se réduire sans copartage. C'est dans ce sens que le dernier programme cadre Culture est impulsé. Europe Créative renforce et encourage les coopérations culturelles par les plateformes, les réseaux, mais également la traduction et la mise en relation au service de la société. Encourage donc les pratiques du secteur culturel et créatif. L'interprétation sociale de ce dispositif tend à développer un nouvel écosystème de la société plus inclusif, plus intelligent et plus durable. Être citoyen européen, c'est reconnaître que ce projet est par nature un projet culturel, collectif et individuel. Telle une œuvre solidaire, l'Europe s'interprète et s'équilibre entre tous ces acteurs dépendants de la société civile. Nous sommes les porteurs de ce projet car nous en dessinons indéniablement le mouvement.